Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Christiane Taubira, la garde des Sceaux et ministre de la Justice. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, est aussi parmi nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Il va co-animer l'émission avec moi, une émission consacrée en majeure partie à la politique dans les prisons. Et Christiane Taubira, les prisons, évidemment, on va en parler, puisque cette semaine, Redouane Faïd a été arrêté après une cavale et une évasion de la prison de Séquedin. Il y a eu une grogne aussi des directeurs de prison sous les fenêtres du ministère la semaine dernière. On sait que vous avez reçu à 14 h l'administration pénitentiaire pour leur présenter un plan. Quel va être, dans les grandes lignes, le contenu de ce plan ? Alors d'abord, il faut savoir qu'avec ce plan, on change d'échelle. On change d'échelle parce que depuis mon arrivée, j'ai pris un certain nombre de mesures sur la sécurité dans nos établissements. Par exemple, j'ai recruté pour le renseignement pénitentiaire depuis le mois de juin. J'ai fait installer dans le semestre 2012, pour lequel ce gouvernement n'a pas de responsabilité budgétaire, j'ai fait pourtant installer 62 portiques à masse métallique, c'est-à-dire une augmentation de 10% de ces équipements. Ensuite, j'en avais programmé 282 pour l'année 2013-2014, qui fait une augmentation de 45%. Alors, les 282 portiques, ça fait partie du plan que vous venez d'annoncer. Le plan que j'ai annoncé va concerner, alors d'abord c'est un plan de 33 millions d'euros, ce qui est un effort important du ministère, qui sera appliqué sur 2013-2014. Il va concerner un programme anti-projection, parce que c'est une vraie difficulté. Toutes sortes de choses entrent dans nos établissements pénitentiaires, essentiellement par les projections. Nous avons identifié 35 établissements dans lesquels les projections sont quotidiennes. Donc nous allons les équiper de filets, de glacis, de caméras et d'autres dispositifs. Vous voulez dire des projections, des choses que l'on projette de l'extérieur, des enceintes, dans les prisons. Absolument. Et qui peuvent servir éventuellement. Alors il y a des téléphones portables, il y a des stupéfiants, il y a des tas de choses. Donc nous faisons ce plan anti-projection extrêmement important. Ensuite, nous allons installer des portails à masse métallique, ce qu'on a déjà dans nos établissements. Nous allons en mettre dans toutes les zones sensibles de nos 191 établissements. Et puis ces fameux scanners corporels, les portiques à ondes millimétriques, nous allons en installer 20. À mon arrivée, il y en avait un seul à Lannemezan. Nous en avions installé un deuxième à Saint-Maur. Là, je vais en mettre dans toutes les maisons centrales, dans tous les quartiers maisons centrales et dans les quartiers disciplinaires des maisons d'arrêt qui reçoivent des prévenus à profil particulièrement sensible. Ensuite, nous allons aussi créer 2 brigades cynotechniques. Ce sont des brigades de chiens, avec, évidemment, ça suppose 24 pour 2 brigades, 24 personnels supplémentaires. Ça coûte 2 millions d'euros, cela, et 95 000 euros en fonctionnement. Leur mission, c'est quoi? Ils détectent, ils font des rondes dans les établissements, donc ils détectent les locaux principalement, mais il y en a qui sont spécialisés aussi pour la détection sur des personnes. Nous allons en plus coordonner avec les brigades canines des forces de sécurité et de la douane, ce qui nous permettra vraiment de couvrir l'ensemble du territoire. Alors, dans ce plan de 33 millions d'euros, vous venez de le dire, la principale mesure, ce sont donc des dispositifs anti-projection. Pour quel coût? Pour 12 millions d'euros. Pour 12 millions d'euros, nous allons équiper 35 établissements. On a une question d'Hubert qui nous est arrivée cette semaine et qu'on a sélectionnée spécialement au sujet des prisons. Il parle de prison passoire, mais il dit surtout qu'un flou persiste sur les fouilles à nu et les fouilles à la sortie du parloir, qui sont normalement interdites dans le droit français. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le plan que vous venez de présenter pour régler ce flou, entre guillemets, juridique? Il n'y a absolument pas de flou. La loi pénitentiaire, en son article 57, interdit les fouilles systématiques, mais les fouilles sont néanmoins autorisées. Il faut des critères objectifs, il faut des risques, il faut des éléments que les surveillants peuvent faire valoir, puisque vous savez qu'effectivement, l'administration pénitentiaire a été condamnée à plusieurs reprises pour fouilles abusives. Donc la loi pénitentiaire n'interdit pas les fouilles, mais elle interdit les fouilles systématiques. Ces fouilles ont lieu dans les établissements. Alors, il y a évidemment des plaintes, parce qu'il n'est pas possible de faire un contrôle systématique, mais il y a des plaintes et bien entendu, lorsque nous sommes en tort, nous assumons d'être en tort. Les mesures de sécurité que je propose, d'abord, j'ai affirmé et confirmé à l'administration pénitentiaire et aux représentants des personnels de surveillance, d'encadrement et de direction que nous n'allons pas toucher à l'article 57. C'est-à-dire que nous n'allons pas toucher
à cette interdiction des mesures de la fouille systématique prévues dans la loi pénitentiaire. Mais en contrepartie, évidemment, je mets des dispositifs qui permettent d'assurer la sécurité parce que les fouilles visent à empêcher l'introduction d'objets illicites. D'accord. Deux petites questions. Ces 33 millions, c'est une rallonge budgétaire ou c'est pris au détriment d'autre chose? Votre question est importante. C'est forcément pris au détriment d'autre chose. Nous sommes dans une période de finances publiques extrêmement contrainte. Par conséquent, ces choix-là, et je l'ai dit très clairement cet après-midi devant l'administration pénitentiaire et les organisations professionnelles, j'ai décidé de différer. Par chance, je n'ai rien annulé. J'ai décidé de différer un certain nombre de travaux, par exemple des travaux d'entretien dans des établissements, de différer certains équipements. Pourquoi? Parce que j'avais quand même obtenu une augmentation de 20% du budget de rénovation du parc pénitentiaire. J'ai un gros programme de rénovation sur des établissements tels que La Santé, les Baumettes, Fleury-Mérogis, 800 millions d'euros. Et j'ai un programme de construction d'établissements. Donc en différant de quelques mois... On va revenir sur cet aspect-là. En différant de quelques mois, je récupère cet argent qui me permet de financer ce plan de sécurisation. Et deuxième petit complément technique, est-ce que cet investissement-là est uniquement technique ou aussi humain? Alors, il est fortement humain parce que la technique, on appelle ça d'ailleurs de la sécurité passive, tous ces équipements, ces portiques, ces filets anti-projection. Donc, sur le plan humain, nous, le directeur de l'ENAP était là cet après-midi à la présentation de ce plan, puisque nous travaillons déjà depuis plusieurs mois à un plan de formation des personnels. Ensuite, je vous ai dit que j'ai renforcé déjà, dès le mois de juin de l'an dernier, le renseignement pénitentiaire. C'est-à-dire que j'ai recruté, mais en plus, à Marseille, j'ai lancé une expérimentation qui donne de bons résultats. C'est-à-dire que j'ai nommé un second délégué interrégional qui ne s'occupe que du renseignement pénitentiaire. Je vais renforcer également à Lyon et à Lille. Et les autres délégués interrégionaux ne vont faire que ça à plein temps, alors que jusqu'à maintenant, ils ne faisaient pas ça. Donc, de la formation, nous retouchons le guide de référence opérationnelle. Je mobilise aussi les inspections interrégionales de façon à rappeler les règles professionnelles. Et donc, nous mobilisons les personnels autour de ça. Et bien entendu, je vais faire une nouvelle circulaire pour la prise en charge des détenus particulièrement surveillés, ce que j'avais fait déjà en octobre 2012. Donc, la prise en charge des DPS pour aider justement les surveillants à devenir de véritables acteurs de réinsertion, ça c'est une chose. Mais dans le prolongement de la question de Michel, est-ce qu'il y a une revalorisation du métier? On sait notamment que les directeurs de prison, je l'ai dit, ont manifesté la semaine dernière. On sait aussi que les surveillants aujourd'hui même ont bloqué une prison à Moulins-6 Est-ce qu'il y a un message pour eux dans la revalorisation du métier dans ce plan? Oui, mais déjà, il faut voir ce qui a été fait. C'est-à-dire que j'ai signé un protocole avec l'UFAP il y a quelques semaines à peine. C'est un protocole qui acte 17 millions d'euros sur le triennal, sur les 3 ans à venir, y compris 2013, de façon à revaloriser notamment les métiers de surveillants. Nous pourrons faire passer dans quelques semaines des surveillants à la qualification de surveillant brigadier. Cela a concerné des personnes qui attendaient une promotion depuis de nombreuses années. Par ailleurs, nous avons pu faire un effort sur l'indemnitaire pour les personnels, notamment de surveillance. Et cela aussi, ça fait l'objet d'une discussion avec les organisations professionnelles et d'un accord. Nous avons récupéré des logements. Nous avions perdu près de 30% des logements pour les personnels qui sont contraints à des nécessités de service ou à des astreintes. Grâce à un arbitrage du Premier ministre, j'ai obtenu en 2 temps le rétablissement de ces logements. Ils avaient été perdus par un décret qui a été signé juste avant le renouvellement, c'est-à-dire au mois de mai 2012. Pour ces personnels pénitentiaires, ça veut dire qu'il va y avoir globalement une augmentation de leurs revenus, de leur pouvoir d'achat cette année? Alors, il y a d'abord, les logements, ça n'est pas rien d'avoir récupéré ces logements. Sinon, ça veut dire qu'ils ont une dépense supplémentaire. Ensuite, je rappelle, les 17 millions d'euros, de la promotion, donc une qualification, une amélioration de salaire. Voilà, tout cela se fait. C'est, voilà, pour les personnels, sans compter la formation, parce que pour moi, la formation, c'est extrêmement important. Michel, sur l'objectif de construction de... Donc ça, c'est pour la sécurité. Et vous évoquiez tout à l'heure l'aspect quantitatif, le nombre de places en prison. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation, mais ce n'est pas nouveau. On doit être à 118 ou 120% de taux d'occupation en moyenne. L'objectif était de 63 000 places. On se souvient que le gouvernement précédent avait dit 80 000. Alors vous, est-ce que vous confirmez les 63 000 et quels sont vos projets en la matière? Alors, je confirme 63 500 places qui sont effectivement financées.
Le gouvernement précédent a fait adopter une loi Jusqu'en 2017, ça. En avril 2012, oui, c'est sur le quinquennat. Le gouvernement précédent a fait adopter en avril 2012 un plan un plan de programmation pour atteindre 80 000 places sans 1 euro. Sans 1 euro. Moi, j'ajoute 6 300 places, c'est-à-dire je ne fais pas des effets de chiffres. J'ajoute 6 300 places. Eux, avec leurs 80 000 places, ils ajoutaient 20 000 places à peu près. Donc, moi, j'ajoute 6 300 places, mais qui seront financées. D'accord. J'évite les constructions en partenariat public-privé. Alors oui, vous étiez opposé à ça. J'en ai maintenu. Voilà. Et vous ne pensez pas que, compte tenu de la contrainte budgétaire, ça pourrait être aujourd'hui une solution un peu en désespoir de cause? C'est une solution de facilité, parce que ça veut dire que celui qui décide aujourd'hui ne sort pas 1 euro. J'estime que je n'ai pas le droit de faire ça sur les 2 générations à venir, parce que en général, ce sont des contrats d'une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a 2 générations qui vont payer ce que je décide aujourd'hui. C'est trop facile. J'ai maintenu des constructions en partenariat public-privé parce que soit elles étaient assez avancées, soit il y avait vraiment une urgence parce qu'on a des établissements vétustes, dangereux même, et qui sont indignes de la République. Par conséquent, sur quelques programmes comme ça, à Riom, à Valence, à Beauvais, j'ai maintenu... Il y en a eu 3, voilà, ces 3-là d'ailleurs. Voilà, donc j'ai maintenu en partenariat public-privé. Pour d'autres, pour Lutterbach par exemple, j'ai interrompu, j'ai dénoncé le contrat. Heureusement, la clause a fait que ça n'a pas coûté cher, parce que parfois aussi les clauses de dénonciation. Là, c'était une clause additionnelle. Et je reprends Lutterbach en maîtrise d'ouvrage public. Est-ce que c'est un des établissements qui va subir un retard du fait du plan prison? On parlait tout à l'heure des établissements qui subiraient des retards. Non, pas celui-là, parce qu'il est sur le prochain triennal. En maîtrise d'ouvrage public sur le prochain triennal. Donc Lutterbach, je le négocie dans mon budget ces jours-ci, enfin ces semaines qui viennent. Vous parliez de rénovations qui vont prendre un peu de retard, lesquelles pourraient Oui, des travaux, de je ne vais pas le dire là comme ça, simplement parce que nous allons faire des arbitrages au millimètre. Hein. Donc il y a des travaux, nous allons voir établissement par établissement, là où on peut attendre un peu. Voilà, il s'agit juste de différer, mais là où on peut attendre un peu. Et puis là où il y a des urgences, il faut que vous sachiez quand même que depuis juin 2012, nous avons rénové 1206 cellules d'établissement. Nous sommes en train d'atteindre les 1082 cellules que nous allons fermer du fait du remplacement d'établissements vétustes par des établissements neufs. D'accord. Donc ça, c'est un aspect des choses, c'est on ne peut pas construire autant qu'on voudrait, donc on va essayer de limiter la population carcérale. Alors comment on fait? C'est ça le... Alors déjà peut-être un dernier mot sur le partenariat public-privé. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce partenariat, c'est le constructeur privé qui facture après un loyer sur une trentaine d'années. Simplement, moi je regardais de très près tous les contrats de partenariat, on se rend compte que c'est le coût financier qui est élevé. C'est d'autant plus absurde qu'en ce moment, grâce au sérieux de la politique gouvernementale, l'État emprunte à très bas taux, alors que les privés empruntent à un taux élevé. Donc c'est absurde de faire ce choix-là. Maintenant, ce que nous voulons faire effectivement, c'est aussi créer des conditions dignes d'incarcération. Les conditions de travail correctes pour les personnels, ce sont des conditions de détention dignes pour les personnes que la justice confie à l'administration pénitentiaire. Et j'ai une circulaire de politique pénale de septembre 2012 qui donne des effets très inégaux sur le territoire, je dois le dire. Il y a un article du Monde, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui dit qu'effectivement les prisons continuent à se remplir, la surpopulation carcérale continue à augmenter. On a une question de Claude d'ailleurs qui vous demande comment vous comptez lutter contre cette surpopulation carcérale, ce qui va nous amener à un projet de loi qui devrait arriver dans les quelques semaines. C'est un projet de loi sur la prévention de la récidive et la politique pénale de manière plus générale. Il est question d'une peine de probation, de créer une peine de probation totalement différente de l'emprisonnement. Elle est préconisée d'ailleurs par une conférence de consensus qui s'est tenue il y a quelques mois. Est-ce qu'elle va être créée? Quand est-ce qu'elle va être créée? Et en quoi elle pourrait consister, cette peine de probation? Oui, je veux absolument une approche globale. C'est-à-dire que la surpopulation carcérale n'est pas la lutte contre la surpopulation n'est pas un objectif en soi.
Ce qu'il y a, c'est créer les conditions de réinsertion. Parce que si on réduit les risques de récidive, on évite de nouvelles victimes. Ça, c'est extrêmement important. J'ai une politique très offensive pour les victimes, puisque j'ouvre des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance. Et on est parti pour finir avant la fin de l'année, alors que le précédent quinquennat a mis plus de 3 ans pour en ouvrir 50. Je vais en ouvrir une centaine sur l'année 2013. Donc, on a amélioré le budget. Nous travaillons avec les associations d'aide aux victimes et les associations de victimes. Mais il faut éviter de nouvelles victimes. C'est pour ça qu'on lutte contre la récidive. Donc, il faut, au niveau de la population carcérale, faire en sorte que ces petites peines très désocialisantes ne continuent pas à se multiplier. Il faut savoir que plus de 40% des personnes qui sont dans nos établissements y sont pour des peines de moins de 6 mois. Moins de 6 mois. Parfois pour des peines d'1 mois d'incarcération. Les conseillers d'insertion et de probation n'ont pas le temps de les prendre en charge, de les accompagner. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sortent en sortie sèche, sans accompagnement et qui risquent la récidive. Donc concrètement, à la place de la prison, ces gens-là, on va leur proposer une période de probation, une peine de probation. Alors on a des internautes aussi qui ont réagi. Manel qui propose des peines d'intérêt général, Marie-Ange des maisons d'insertion, Sirard des remboursements en cas de dégradation, Paul qui parle de stages disciplinaires au sein de l'armée. La prise en charge par les militaires, on le sait, avait fait débat en 2007. De quelle nature sera cette peine de probation ? En dehors du stage disciplinaire et militaire, ce sont des peines qui existent. Dans notre code de procédure pénale, il existe déjà des possibilités d'aménagement de peine. Le travail d'intérêt général en partenariat avec des collectivités ou des associations. Mais nous avons d'autres dispositifs comme le bracelet électronique, comme le placement extérieur. Ça, c'est pour des détenus qui travaillent et qui rentrent dormir en prison, par exemple, ou qui vont dormir dans des endroits mais sous contrainte si là où ils travaillent, c'est trop loin de leur établissement pénitentiaire. Donc nous avons ces dispositions. La peine de probation, en fait, est une peine en soi et nous y travaillons encore parce qu'il faut la crédibiliser. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le mis en cause lui-même, lorsque le magistrat prononce une peine de probation, il comprenne que c'est une vraie peine. Est-ce que ce n'est pas une sorte de sursis avec mise à l'épreuve ? Non, justement non. C'est intéressant de préciser ça. C'est quoi la différence ? La différence de sursis mise à l'épreuve, c'est une peine qui est prononcée avec l'incarcération au bout en cas de non-respect d'obligation. Mais ce qu'il y a comme défaut surtout du sursis mise à l'épreuve, c'est que souvent le magistrat n'a pas, parce qu'il n'y a pas assez de personnel social pour faire les enquêtes de personnalité, etc., il n'y a pas le temps de vérifier le casier judiciaire, etc. Souvent le magistrat prononce une peine sans savoir que ça va faire tomber un sursis mise à l'épreuve. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui font par exemple des peines de 2 mois, 2-3 mois en incarcération. Donc la peine de probation, c'est une peine autonome, c'est une vraie peine en soi. C'est pour ça qu'il faut la crédibiliser. C'est une peine assortie d'obligations, de contraintes et d'un accompagnement par nos conseillers d'insertion et de probation avec des décisions possibles par le juge d'application des peines. Avec ces mesures en milieu ouvert, là, des questions d'internautes. Jackie vous demande ce que vous comptez faire pour faire prendre en charge dès le premier jour d'incarcération la réinsertion d'un condamné. Et Florent vous demande s'il y a des recrutements de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Parce que je crois que votre services sont déjà assez débordés, là. Oui, absolument. Mais justement, je vais effectuer des recrutements. Simplement, je vais les annoncer au SPIP parce que je fais un déplacement dans les SPIP la semaine prochaine. Donc, je vais leur annoncer comment j'ai pu dégager des postes supplémentaires. Mais globalement, j'avais déjà annoncé dans le budget. Dans le budget, j'avais annoncé 63. On arrivera à aller bien au-delà. 63 conseils d'insertion et de probation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise en charge elle-même va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces conseils d'insertion et de probation sont très fortement mobilisés sur l'aménagement des peines. Alors que là, le magistrat va prononcer une peine de probation directement. Pour l'instant, ils prennent en charge les dossiers, ils les étudient, ils les confient au juge d'application des peines, qu'il voit s'il décide l'aménagement ou non. Bon, on va récupérer tout cela, donc c'est une charge de travail que les conseillers auront en moins. Nous allons augmenter leurs effectifs de façon significative et nous travaillons avec eux sur les méthodes de travail. Mais la question est très très importante. Effectivement, il faut bien comprendre que dès le premier jour où une personne entre en prison, il faut préparer sa sortie et sa réinsertion, sinon on met la société en danger. Dans le même ordre d'idée, je reviens à la conférence de consensus qui s'est tenue il y a quelques mois. Dans sa 9e recommandation, c'est un peu technique, elle expliquait que beaucoup de détenus avaient du mal à trouver un logement, un travail à la sortie de la prison. Est-ce qu'on va les aider, financièrement même peut-être, socialement, à se réintégrer ?
On va les aider dans la mesure où il faut éviter justement la récidive et il faut donc accompagner. Donc limiter les sorties sèches, éviter que les gens sortent le dernier jour de leur peine, parce que là ils sont dans la nature, personne ne peut rien leur imposer. Il faut qu'ils sortent un peu avant avec un accompagnement obligatoire. Et là évidemment, ça n'est pas le budget du ministre de la Justice qui m'aurait permis de répondre à tous ces besoins. D'abord parce que nous sommes dans une situation économique plutôt générale plutôt difficile, y compris en termes de logement, mais ensuite parce qu'évidemment nos publics sont encore moins prioritaires que les autres. J'ai donc effectué un travail interministériel très important et j'ai pu faire prendre en compte dans tous les dispositifs de droit commun les personnels placés sous main de justice. C'est-à-dire qu'en matière de logement, nous avons obtenu 5 000 logements qui seraient réservés aux personnes placées sous main de justice. Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté... Qui seraient ou qui seront? Qui seront, c'est un engagement ferme. Si j'ai dit serait, c'est juste éventuellement, je ne suis pas sûre d'avoir dit serait, mais c'est juste éventuellement parce qu'il y a un plan de construction de logement, qu'en ce moment il y a une simplification pour accélérer les constructions de logement. Voilà. Mais 5 000 réservés. Dans le cadre du plan de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, nos publics auront accès à l'hébergement d'urgence. Nous sommes dans des partenariats avec le ministère de la Santé, nous sommes avec le ministère du Travail pour l'insertion par l'économique, qui est une disposition de la loi pénitentiaire d'ailleurs, ainsi que pour la formation, nous avons une expérimentation dans 2 régions qui a donné de bons résultats sur la décentralisation de la formation. Et puis sinon, nous sommes dans le dispositif jeunesse et notamment, nous avons un contrat garanti, ça s'appelle comme ça, garanti, il sera mis en œuvre à partir de septembre 2013 dans une dizaine de départements. Il va concerner des jeunes de 18 à 25 ans, en plus du programme que nous faisons en prison de formation pour ce qu'on appelle les étudiants empêchés. Alors, concernant un public plus particulier, c'est une internaute, la maman d'un fils de 34 ans qui nous a interpellés cette semaine. Elle dit « Je suis mère d'un SDF, polytoxicomane, incarcéré depuis 10 ans avec des périodes en hôpital psy. Elle est aujourd'hui obligée de l'héberger. Elle vous demande ce que le gouvernement va faire pour les personnes malades en dehors de la prison. » Alors, il y a 2 problèmes malheureusement dans ce qu'évoque cette dame. Il y a le problème de l'addictologie. Ça, c'est un travail que nous menons avec le ministère de la Santé. Il y a des permanences en addictologie qui sont faites dans nos établissements pénitentiaires et que nous allons multiplier. Il y a en plus un groupe de travail que nous avons monté ensemble, Madame Touraine et moi, pour traiter ce problème de santé publique à l'intérieur de nos établissements pénitentiaires. Et par ailleurs, ce que dit cette dame, de ce que j'ai compris, il y a un besoin de prise en charge psychiatrique. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'il manque de spécialistes. Nous manquons de spécialistes. Nous avons un établissement à Château-Thierry où il y a une plus forte proportion de personnes qui présentent ces troubles et un encadrement plus professionnel, mieux organisé que dans d'autres établissements. Donc il y a un regroupement que je n'aime pas a priori sur le principe, mais qui quand même est plus efficace du fait de ce savoir-faire. Sur la toxicomanie, c'est une pathologie. C'est une pathologie. Ce sont des réponses de santé qu'il faut apporter à cela. Vous savez, justement, les toxicomanes font partie des gros contingents de peines planchées. Les peines planchées ont provoqué plus de 4000 années supplémentaires de prison depuis 2007. Chaque année. 4000 années supplémentaires prononcées du fait des peines planchées. On a une internaute, Fabienne, qui vous demande justement si vous allez supprimer les peines planchées pour les récidivistes, la surveillance de sûreté également et les tribunaux correctionnels pour mineurs. C'est effectivement, vous l'avez dit, quel sera le calendrier? Alors les tribunaux correctionnels pour mineurs, ce sera à part, ce sera dans la réforme que nous allons introduire de l'ordonnance de 1945 pour revenir à la spécialisation de la justice des mineurs et nous faisons un effort particulier pour l'éducation parce que c'est quand même la primauté de l'éducatif dans l'ordonnance de 45 et cette année j'ai recruté 205 éducateurs et psychologues, 178 éducateurs pour une prise en charge rapide des jeunes. Donc les TCM, les tribunaux correctionnels pour mineurs, seront supprimés là. Dans le projet de loi pénale, oui, nous allons supprimer les peines planchées parce que, voilà, d'abord, il faut redonner de la liberté d'appréciation aux magistrats. La loi fait qu'ils sont assez largement contraints de l'appliquer. Je viens de dire, ça a provoqué plus de 4000 années supplémentaires de prison. Donc, nous allons abolir les peines planchées. La rétention de sûreté aussi, mais nous travaillons en même temps. Les juges ne prononceront plus de peine planchée à la rentrée prochaine? J'espère qu'ils en prononcent déjà de moins en moins, d'une part, mais d'ici, oui. En tout cas, oui, le projet de loi pénale, je dois le présenter. Oui, je dois le présenter en Conseil des ministres au mois de juillet. D'accord, donc on va dire fin de l'année plutôt pour un vote définitif. Oui, j'avoue que j'ai une faible maîtrise du calendrier parlementaire.
Et à propos des mineurs, vous aviez mis en cause, je crois, l'efficacité des centres éducatifs fermés, qui par ailleurs coûtent très cher. Quelle va être votre politique en la matière? Alors, je n'ai jamais mis en cause les CEF. J'ai juste dit que les CEF ne sont pas la solution pour les mineurs parce que je n'entendais parler que de cela, alors que les CEF ne concernent que moins de 5% des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. C'est donc une réponse particulière, contenante, contraignante, qui vise des publics en particulier. Moi, dès mon arrivée, j'ai diligenté une double mission d'inspection de façon à examiner d'abord si la répartition sur le territoire, elle est inégale. Ensuite, si les CEF accueillent bien les jeunes publics pour lesquels ils ont été conçus, en rappelant que quand même les jeunes publics que nous prenons en charge en milieu ouvert ont des taux de récidive faibles, puisque plus de 80% d'entre eux ne réitèrent pas et ne récidivent pas, plus de 80%. Donc en milieu ouvert, nous avons de bons résultats et les CEF correspondent à des types de jeunes publics voilà, qui méritent ces contraintes-là. Mais il n'y a pas de formation prévue, il n'y a pas d'accompagnement à la sortie. Le CEF, c'est prévu pour 2 fois 6 mois, donc maximum 1 an. Voilà, il faut travailler sur tout ça. Le rapport est de très grande qualité. Les CEF se sont installés quand même dans la palette des solutions que l'on met à la disposition des magistrats, mais on ne peut pas en faire l'alpha et l'oméga. Je reste sur cette position-là. Christiane Taubira, on l'a compris, la loi qui va arriver va signer la fin du tout carcéral, ce que vous annonciez depuis votre arrivée au ministère de la Justice. Alors il y a tout de même beaucoup d'internautes qui réagissent et qui critiquent l'angélisme du gouvernement, entre guillemets, et le laxisme. Je vous en donne quelques-uns, encore une fois. Denis qui estime qu'on protège les petits délinquants, un autre qu'on bichonne les criminels, Milord pense qu'on privilégie les voleurs, Philippe craint que certaines personnes finissent même par se faire justice elles-mêmes. Christiana parle de faits divers très graves tous les jours, et beaucoup parlent de plaintes ou d'agressions sans suite. Est-ce qu'on ne risque pas, avec la fin du tout carcéral, de véhiculer un sentiment d'impunité? D'abord, il faut que les gens mettent un peu de cohérence dans leurs propos et dans leurs pensées, parce qu'il ne faut pas que faire du doctrinal et de la propagande. On ne peut pas constamment dire que la surpopulation carcérale explose et parler en même temps de laxisme. Il faut tomber d'accord, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça ne peut pas être les deux. Or, tous les jours, j'entends les deux, c'est-à-dire qu'on emprisonne de plus en plus et en même temps qu'on est de plus en plus laxiste. Donc, j'invite les gens à être un peu dans le raisonnement, non pas dans la généralité. Tous les jours, il y a d'immenses faits divers, sans doute, mais tous les jours, les policiers et les gendarmes travaillent. Tous les jours, ils font des enquêtes sous la direction des procureurs de la République. Tous les jours, il y a des procédures engagées. Tous les jours, la justice, la police fonctionnent. Donc, il faut qu'on arrête cela parce qu'en voulant attaquer Taubira, on ne fait qu'une chose, on décrédibilise le travail de la police et de la gendarmerie. Évidemment, depuis mai 2012. Laxisme, angélisme, c'est sur moi qu'on colle ça. Mais c'est pas sur votre politique en elle-même, sur le fond? Écoutez, ma politique, la preuve, c'est que j'ai fait une circulaire de politique pénale pour limiter les risques de récidive et éviter les courtes incarcérations dont tout le monde en France, dans toute l'Europe, au Canada, aux États-Unis, partout, tout le monde reconnaît que c'est dangereux parce que ça provoque de la récidive. Oui, mais on est en France. Ça désocialise, d'accord? Bon. Donc, j'ai fait ça et en même temps, on voit bien qu'il y a une surpopulation carcérale qui n'arrête pas d'augmenter. Ce n'est pas moi qui prononce les jugements, ce sont les juges, Et même lorsque je fais une circulaire pour dire, attention, il faut favoriser l'aménagement au moment de l'audience, c'est-à-dire au moment du prononcé du jugement, parce que ça évite, ça permet l'exécution immédiate de la peine. Si on aménage une peine immédiatement, par exemple, c'est ce que nous allons faire avec l'approbation, mais si un juge prononce, par exemple, il dit la faute que vous avez commise, elle mérite 2 mois, bon, on va aménager, vous allez faire, ce qu'ils font parfois d'ailleurs, un travail d'intérêt général, vous allez travailler gratuitement pour la collectivité ou pour une association d'utilité publique, ou bien vous allez payer des peines amendes, ou bien vous allez faire, bon voilà. Ce sera considéré comme une vraie peine. Si ça n'est pas le cas, si on prononce une peine d'incarcération, la loi pénitentiaire, et ce n'est pas moi qui l'ai faite, elle date de 2009, la loi pénitentiaire prévoit un aménagement possible pour une incarcération allant jusqu'à 2 ans de prison. C'est-à-dire que pour toutes les incarcérations jusqu'à 2 ans de prison, il faut une prise en charge par le conseil d'insertion et de probation, un examen du dossier, ensuite transmis au JAP, etc. Voilà. Donc on a un système qui n'est pas efficace, je veux bien en être responsable, puisqu'aujourd'hui je le suis au nom de l'État. Nous traduisons un peu, on prend le pouls de l'opinion. Oui, et je voulais vous poser une question. Mais qui parfois répète simplement des propos polémiques et partisans de ceux qui
ne rendent pas compte de l'état dans lequel ils ont été les établissements pénitentiaires, de l'état dans lequel ils ont été laissés l'institution judiciaire, avec des suppressions de postes, aussi bien de magistrats que de greffiers. Est-ce que cette politique, là vous vous adressez à l'opinion en général, mais est-ce que cette politique ne risque pas d'indisposer aussi, par exemple, la police, qui a très envie de voir les gens que les policiers arrêtent, de les voir jugés et emprisonnés, alors que là, si on n'est plus dans le tour carcéral, ils vont dire, mais voilà, on arrête des gens pour en pure perte. Mais je vais vous faire remarquer que moi, je n'ai jamais utilisé l'expression tout carcéral. On me l'a collé depuis le début. J'ai autre chose à faire que de passer mon temps à dire que je n'ai pas dit ça. Mais moi, une politique, elle doit être intelligente. Elle ne doit pas être tout ou rien de quelque chose. La police, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut l'efficacité de son travail. Elle veut que son travail ait un sens. Or, la police, les gendarmes, la justice, ces dernières années, ont reçu des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que sur le dernier quinquennat notamment, mais sur les 10 dernières années, principalement ces 5 dernières années, il y a eu 30 lois pénales, de plus en plus répressives. Et puis à la fin, en 2009, une loi pénitentiaire qui dit aménagement jusqu'à 2 ans d'incarcération et qui donne la consigne d'aménager de plus en plus de peine. Bon, la police et la gendarmerie, on leur a fait la pression du chiffre. On leur a dit allez, activer, multiplier. Les magistrats, pour fluidifier les choses, ont mis en place un dispositif qui s'appelle le TTR, le traitement en temps réel. Ça permet au téléphone de régler les problèmes de procédure rapidement avec la police et la justice. Mais dans ces cas-là, on prend des risques sur les procédures. On prend des risques sur les procédures. Et on a, au bout du compte, des procédures qui sont annulées parce qu'un avocat l'a fait annuler, parce que la garde à vue donc, a été machin. Manuel Valls et donc vous, il faut de l'efficacité. C'est la parfaite entente. D'abord, on s'entend très bien en tant que ministre, d'une part, mais ensuite, on a montré, lors de l'évaluation le 13 mai des zones de sécurité prioritaires, à quel point le travail convergent de la police et de la justice, mais chacun à sa place, chacun dans sa responsabilité, donne de bons résultats. Dans ma circulaire pénale, je demande par exemple au procureur de la République de faire retour aux enquêteurs de la suite des procédures auxquelles ils ont participé. Et je suis allée sur le territoire, dans plusieurs juridictions, vérifier comment ça se met en place, à telle enseigne que j'ai tiré un enseignement d'une mise en place assez inégale sur le territoire, et j'ai chargé le secrétaire général de la justice, ainsi que la direction des affaires criminelles et des sceaux et des grâces, de nous faire une proposition technique qui permettra que ce soit unifié sur le territoire. Donc il y a une meilleure relation entre les enquêteurs et les procureurs de la République, et la police et la gendarmerie demandent ça, que leur travail soit utile, qu'on ne multiplie pas des procédures qui vont être annulées et que voilà, leur travail soit respecté. Christiane Taubira, l'autre actualité de la semaine, c'est la réforme constitutionnelle qui est passée à l'Assemblée nationale mardi. Elle se résume à un changement, pour l'instant, elle se résume à un changement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Est-il bien nécessaire de réformer la Constitution pour juste changer la composition du CSM? Si c'était ça, non, la question se justifierait, mais ça n'est pas que ça. D'abord, il y a des changements majeurs dans cette réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier changement, c'est que jusqu'à maintenant, 6 personnalités extérieures sont nommées par le pouvoir politique. Nous y mettons un terme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en tout cas depuis la réforme de 2008, parce qu'avant 2008, c'était 4 personnalités extérieures, la réforme de 2008 les a fait monter à 6, 2 nommés par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat. Nous mettons un terme à cela et nous faisons nommer les personnalités extérieures par un collège de personnalités du monde judiciaire et extrajudiciaire. Ça, c'est une modification essentielle. 8 personnalités extérieures dans lesquelles il y a un membre représentant le Conseil national des barreaux, donc un avocat. Il y a également un membre du Conseil d'État qui sera élu cette fois-là. C'est une modification aussi que nous introduisons. Il sera élu par l'Assemblée générale du Conseil d'État. Et en plus, 6 personnalités qui seront désignées par un collège avec le vice-président du Conseil d'État, etc. Ça, c'est un premier changement majeur. Oui. Deuxième changement majeur, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature sera confiée à une de ces personnalités extérieures et non pas à un magistrat. Aujourd'hui, c'est le président de la Cour de cassation pour la formation plénière et pour la formation siège, et le procureur général de la Cour de cassation pour la formation parquet. Donc, deuxième changement majeur. Troisième changement majeur, nous allons aligner la procédure de nomination des magistrats du parquet sur celle des magistrats du siège. C'est-à-dire que nous allons mettre de la distance, là aussi, entre le pouvoir politique et les magistrats. Nous allons aligner aussi leur régime disciplinaire.
celui des magistrats du parquet et celui du siège. Ce sont des changements historiques. Donc une réforme importante. Alors, mardi dernier, l'UDI, donc les centristes, le groupe de Jean-Louis Borloo, a annoncé qu'il ne voterait pas à l'Assemblée cette réforme. Donc ça veut dire que en Congrès, je rappelle, c'est le Sénat et l'Assemblée réunis, il faut les 3/5 des parlementaires pour faire voter une réforme constitutionnelle. Ça veut dire qu'en Congrès, il n'y aurait pas cette majorité des 3/5. Alors, est-ce que le président Hollande va vraiment aller jusqu'au bout ? Écoutez, moi je crois au travail parlementaire. C'est vrai qu'il y a eu cette déclaration de l'UDI. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que pendant le débat à l'Assemblée nationale, le député UDI qui était le plus engagé sur le texte, M. Bourdoulex, a contribué à la discussion, a présenté des amendements, a contribué à enrichir le texte. Moi, je crois au travail parlementaire. Je suis toujours très étonnée lorsqu'on déclare qu'on rejette un texte avant qu'il ait été débattu et amélioré par le débat parlementaire, ou lorsqu'on est prêt à l'adopter avant qu'il ait été modifié. Donc, bon, voilà, c'est une déclaration, j'en prends acte. Je constate surtout que l'UDI participe à améliorer le texte. Au Sénat, je verrai comment les choses se passent. Je crois aussi que l'UDI et même des parlementaires de l'UMP, des sénateurs de l'UMP vont contribuer à améliorer le texte. Et puis après, il leur reviendra de considérer que, compte tenu de ces améliorations, ils estiment qu'il faut le voter ou pas. Pour finir sur cette question constitutionnelle, vous parliez tout à l'heure des relations chancellerie-parquet qui seront clarifiées effectivement dans la loi. Pourtant, ce matin, il y avait une réunion à la chancellerie qui a été critiquée par certains syndicats. Les magistrats étaient convoqués, entre guillemets, à la chancellerie pour assister à un stage de formation sur les discriminations. Est-ce que là encore, il n'y a pas des moyens disons, de pression sur les magistrats ? Alors, je ne vois pas comment, en faisant une formation, en les invitant à une formation, on fait des pressions. Ça n'était pas la chancellerie. Ça a été critiqué par un syndicat. Voilà. Par un syndicat. Si vous regardez le calendrier aussi, peut-être que vous comprendrez un certain nombre de choses. Mais la réunion n'était pas à la chancellerie, elle était à l'École nationale de la magistrature. Il s'agit d'un module de formation pour lutter contre les discriminations. C'est un engagement du gouvernement, c'est un engagement que j'exécute, et je l'exécute d'autant plus que j'estime qu'il est important et urgent de le faire. Donc ce matin, j'ai accueilli les magistrats qui sont nos magistrats référents dans nos pôles antidiscrimination. Nous en avons dans tous les TGI. C'est une création de 2010 par une circulaire de 2007 et qui a été, dans le champ de compétences a été étendu en 2009. Et moi, en janvier 2013, je me suis assurée qu'il y avait un magistrat, d'abord un pôle antidiscrimination, avec un magistrat référent et un délégué du procureur spécialisé dans chacun de nos tribunaux de grande instance. C'est le cas. Ce matin, il y avait un regroupement de ces magistrats référents qui n'avait pas eu lieu depuis des années, effectivement, et que j'ai rassemblé pour leur rappeler les textes, c'est-à-dire les textes de loi, les textes par circulaire et par dépêche, mais aussi pour faire le point avec eux sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie. Je n'étais pas obligée d'y aller, c'est une formation... Les relations chancellerie-parquet ont été totalement transparentes, respectées. Je vais vous dire deux choses. C'est la réponse que vous donnez aujourd'hui. Non, mais je peux toujours vous faire des professions de foi. Je vais vous dire deux choses. La première, ça, c'est une session de formation École nationale de la magistrature. Par respect pour les magistrats, je me suis rendue devant eux et je leur ai parlé donc de l'engagement du gouvernement. Deuxième chose, nous mettons un terme aux instructions individuelles. Je ne les pratique pas depuis ma prise de responsabilité et nous les inscrivons dans la loi parce qu'en même temps que le projet de loi constitutionnelle CSM, nous avons un projet de loi qui a été examiné la semaine dernière par l'Assemblée nationale qui change les relations entre le garde des Sceaux. Mais vis-à-vis des justiciables, monsieur Deyet, vis-à-vis des justiciables, il est important que la politique pénale soit la même sur tout le territoire. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est l'article 20 de la Constitution. Voilà, qu'est-ce qui va les convaincre que jamais le garde des Sceaux n'intervient ou n'interviendra ou n'interviendrait, ne serait-ce qu'à travers un rendez-vous, un coup de fil? Enfin, c'est pas forcément... Quelle loi peut empêcher ça? En un an, il n'y en a pas un qui puisse vous dire qu'il a reçu ni un coup de fil, ni une visite, ni une consigne, ni... D'accord? Pas un. Sur tout le territoire et dans les Outre-mer. Pas un. Ensuite, nous l'inscrivons dans la loi. Nous l'inscrivons dans la loi. Et ensuite, nous le disons et nous l'expliquons. C'est-à-dire que si demain, moi, j'oubliais et que je passais un coup de fil à un magistrat, la loi le protège pour me dénoncer. Et le fait que moi-même, ma parole publique,
disent qu'ils ne reçoivent aucune consigne, ni écrite, ni orale, ça le protège aussi pour me dénoncer. Voilà, donc nous apportons une garantie considérable. Mais le gouvernement reste responsable de la politique pénale parce qu'il faut que les justiciables, les citoyens, soient égaux dans l'accès à la justice et égaux devant la justice. Voilà pour la clarification sur les relations entre la chancellerie et le parquet. Vous voyez qu'il n'y a pas d'angélisme. On va passer à la confiance. On va passer à la dernière séquence de cette émission. Ce sont les 5 dernières minutes. On va faire le film de la semaine. Et c'est Michel qui commence. Oui, très rapidement, on va revenir un peu sur le mariage. On ne pouvait pas faire moins, mais pas pour refaire l'histoire ou le débat. Je ne sais pas si à vos yeux la contestation qui perdure a une légitimité ou pas, vous allez nous le dire. Mais surtout, est-ce que vous allez prendre une ordonnance pour préciser les possibilités pour les adjoints ou les conseillers municipaux d'effectuer ces mariages? Comment ça va se passer concrètement? Alors, c'était une demande. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les conseillers municipaux ne peuvent pas remplacer le maire pour les mariages. Mais c'est une demande notamment de l'Association des maires de France, voilà. Avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. J'ai reçu à plusieurs reprises M. Pélissard en délégation et mon cabinet a reçu plusieurs fois ses collaborateurs pour travailler. Donc, nous les avons consultés sur tous les points. Sur ce point, j'ai dit honnêtement à M. Pélissard que je n'allais pas introduire cette disposition dans la loi mariage parce que je ne veux pas donner un signal, un message qui permettrait de penser que les maires ou les adjoints sont dispensés de marier. La loi de la République s'applique. Par contre, j'entends le problème pratique qui est posé pas seulement pour les couples homosexuels, mais y compris pour les mariages de couples hétérosexuels. Il y a ce problème pratique que posent les maires en disant parfois on aimerait bien que les conseillers municipaux puissent le faire. Dans ce cas général, ce que j'ai proposé, c'est d'introduire ces dispositions dans les ordonnances de simplification, pas les ordonnances mariage, pas les ordonnances de coordination des différents codes suite à la loi mariage, mais dans les ordonnances de simplification portées par le Premier ministre et qui simplifient toute une série de dispositions. Donc quelque chose là qui peut aller très vite aussi. Oui, que dans quelques semaines. L'autre actualité... Mais qui n'est surtout pas, ni le signal, ni une tolérance à la défausse de maires qui choisiraient de ne pas... Ah non, ça n'a strictement rien à voir et c'est pour cette raison, malgré son aspect pratique, que j'ai refusé de l'introduire dans la loi mariage. Il y a eu beaucoup d'actualités, Christiane Taubira, d'actualités judiciaires également récemment, en fin de semaine dernière. Le juge Gentil, qui a mis Nicolas Sarkozy en examen dans le cadre de l'affaire Bettencourt, a été mis en cause pour sa proximité avec un expert du dossier. Il y a le juge Pierre Estou, qui a lui aussi été mis en cause dans l'affaire Tapie. Loin, évidemment, de demander à la ministre de la Justice de s'exprimer sur ces affaires. Est-ce que, au-delà d'un climat politique délétère, ça ne crée pas aussi une défiance vis-à-vis des juges ? Ça peut créer une défiance, mais vous savez, ces 5 dernières années, les juges en ont entendu des vertes et des pas mûres, et des très discourtoises surtout. Dans les dernières déclarations de mise en cause du juge Gentil, moi je vois surtout une mise en cause des médecins. Et je trouve ça grave. C'est toujours grave lorsqu'on met en cause, et ça dépend de la parole qui met en cause. Le justiciable qui est mécontent d'un jugement et qui critique, qui conteste, on lui a même ouvert la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Souvent il le saisit pour contester une décision de justice, alors que ça n'est pas prévu pour ça. C'est fait pour contester le comportement des magistrats. Il y a quelques internautes qui nous demandent effectivement ce que fait le CSM, saisir le Conseil. Voilà, ça n'est pas pour contester une décision de justice. Les décisions de justice, ça se conteste devant les juridictions, donc en premier ressort, après en appel, après en cassation, mais pas devant le CSM. Devant le CSM, c'est pour contester l'attitude d'un magistrat. Les dernières contestations que j'ai entendues sur le juge Gentil, c'est des relations avec une des médecins d'un collège quand même de 5 médecins experts, des médecins qui sont régulièrement, qui ne sont pas tous de Bordeaux d'ailleurs, il y en a 2 de Versailles, et qui ne sont pas tous, et qui sont régulièrement sollicités par la juridiction. Voilà, moi je pense qu'il y a des mises en cause. Là, c'est en plus des paroles publiques, c'est-à-dire de personnes qui ont des responsabilités publiques. Je pense que ce sont des mises en cause qui ne font pas du bien à la démocratie, indépendamment des personnes mises en cause. Samedi, plusieurs dizaines, c'est pas une grosse manifestation, mais c'est plus pour le principe, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans le 10e arrondissement, près de la gare... Gare du Nord. Gare du Nord, merci, contre les conditions d'ouverture de la salle de shoot. Sur le principe de ces salles de shoot, vous êtes favorable à celle-là, cette expérimentation, à d'autres expérimentations, à l'extension? D'abord, je ne les appelle pas comme ça, parce que la démarche du gouvernement et la démarche, je ne les appelle pas, ce n'est pas moi qui les ai en charge, mais c'est une opération de santé publique.
c'est une opération de réduction de la dépendance, c'est une opération de mise en place de moyens, de procédés et de produits de substitution. Voilà, c'est une opération de santé publique. Donc Madame Touraine a eu le courage moral et politique de procéder à cette expérimentation. Il y en a dans d'autres pays européens. On peut toujours se cacher la tête sous le tapis. On peut aussi décider que quand un problème est grave, on l'affronte, on expérimente et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc ça n'interdit pas les oppositions et les objections. Ça n'interdit pas. D'abord, il faut donner l'information aux gens qui comprennent bien de quoi il s'agit. Ensuite, même lorsqu'ils ont compris, s'ils veulent contester, ils ont le droit de contester. Mais la responsabilité politique, c'est justement d'être responsable et donc de prendre des initiatives. Ce sera le dernier mot de cette émission. C'est vrai. Merci Christiane Taubira d'être venue sur ce plateau de l'Internaute et de Ouest France répondre aux questions des rédactions et des internautes. Il y avait énormément de questions d'internautes, alors pardon de ne pas avoir pu toutes les poser. Merci Michel, merci à tous de nous avoir suivis et je vous rappelle que mardi prochain à 11h, nous recevons le député socialiste Jean-Marie Le Guen et on parlera certainement de sécurité sociale et d'allocation familiale. Alors surtout, restez connectés. À bientôt.